Il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se passer avec notre perception du temps. Le passé vraiment très récent, celui d'il y a à peine quelques années, eh bien il commence à nous paraître incroyablement lointain, presque comme une archive d'une autre époque. Et on en parle presque comme si c'était une autre civilisation. En fait, il y a un nom pour ça, la nostalgie numérique récente. C'est ce petit pincement au cœur quand on pense au début d'Instagram ou à l'époque de Vine, une époque qui sur le papier était pourtant hier. Ce qui est vraiment fou, c'est à quel point cette machine à remonter le temps s'est mise en mode accéléré. Avant, la nostalgie, c'était les souvenirs d'enfance, des trucs qui remontaient à 20, 30 ans. Maintenant, ça concerne nos premières années de vie numérique, quand on était des jeunes adultes. Ok, mais alors pourquoi? Pourquoi ce besoin de regarder dans un rétroviseur aussi proche? La réponse, en fait, elle se trouve moins dans la qualité de ce passé que dans les angoisses bien réelles de notre présent. C'est un peu un cocktail explosif. On a ce sentiment d'être complètement submergé par un flot d'infos qui ne s'arrête jamais, la vitesse dingue à laquelle la technologie entre l'IA et la VR redéfinit tout. Et puis, il faut bien l'avouer, il y a aussi cette espèce de regret diffus du monde d'avant la pandémie. Un monde où les écrans n'avaient pas encore tout cannibalisé. Ce graphique, il le montre très très bien. L'Internet du début des années 2010 nous paraît aujourd'hui presque simple, artisanal même si on le compare à l'écosystème ultra complexe et hyper sollicitant dans lequel on baigne en permanence. Et voilà, le point crucial, il est là. En fait, ce n'est pas tant la technologie de l'époque qui nous manque, c'est l'impression qu'on avait en l'utilisant. On recherche une bouffée d'air, une interaction qui ne soit pas sans arrêt optimisée, monétisée et surchargée. Et ce sentiment, attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, non. Ça s'exprime très concrètement à travers tout un tas de styles visuels, toute une esthétique de l'imperfection qui fait un retour en force. Prenez l'esthétique Year2K par exemple, celle des années 2000. C'est bien plus qu'une simple mode. C'est le souvenir d'une époque où la technologie semblait pleine de promesses, où on imaginait un futur radieux, un peu naïf, bien loin de l'anxiété qu'elle génère parfois aujourd'hui. Ou alors, autre exemple, le glitchcore. Cette tendance qui va carrément célébrer les bugs, les erreurs, les images qui partent en vrille. C'est une sorte de rébellion artistique contre la perfection un peu froide et lisse des contenus générés par des IA qui envahissent nos écrans. Et bien sûr, comment ne pas parler du retour du pixel art et des graphismes basse résolution? C'est une manière de rendre hommage au début d'Internet, une ère où les contraintes techniques forçaient une créativité plus brute, plus charmante peut-être. Ce tableau, il décode le message parfaitement. Chaque esthétique est une prise de position. Le Year2K, c'est une réponse à l'anxiété techno. Le glitchcore, ça rejette la perfection inhumaine de l'IA. Et la basse résolution, c'est comme un antidote visuel à la surcharge d'infos. Mais, et si tout ça n'était pas juste une réaction culturelle spontanée? Si c'était en fait la conséquence logique d'une évolution bien plus profonde? Des forces qui façonnent notre vie en ligne sans même qu'on s'en rende compte. Ce cycle, il raconte une histoire, notre histoire avec Internet. Au début, c'était le Far West, un espace d'exploration totalement libre. Puis, les algorithmes sont arrivés pour nous guider un peu, et puis ils ont commencé à nous enfermer. Notre identité en ligne est devenue un produit, une marchandise. Et la nostalgie, eh bien, c'est devenu l'une des rares sorties de secours. Un désir de revisiter un Internet moins contrôlé, plus exploratoire. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est cette envie profonde de retrouver un espace où on peut encore se perdre, découvrir des choses par hasard, sans être constamment pisté, analysé et influencé. Le contraste est violent. Avant, avoir un blog ou un profil, c'était un peu comme tenir un journal intime qu'on choisissait de partager. C'était un jeu. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est devenu un vrai travail. La pression de devoir gérer sa marque personnelle a transformé l'expression de soi en performance de tous les instants. D'ailleurs, cette nostalgie n'est pas un phénomène isolé, loin de là. Elle fait partie d'une mouvance bien plus large de contre-mouvement. C'est la cousine du désinfluencing qui critique l'hyperconsommation et de la détox numérique qui nous pousse à déconnecter. Toutes ces tendances, elles partagent le même ADN, une recherche désespérée d'air frais dans un monde digital complètement saturé.
Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Où est-ce que cette plongée dans notre passé numérique nous mène finalement? La vraie clé pour comprendre tout ça, c'est peut-être de ne pas voir ce phénomène comme une simple mode. C'est beaucoup plus profond. C'est un véritable mécanisme d'adaptation culturelle. En gros, on se sert d'éléments du passé, comme d'une boussole ou d'un bouclier, pour réussir à affronter la complexité du présent. La question qu'on est en droit de se poser, c'est: est-ce que ce réflexe est là pour durer? Est-ce que cette nostalgie va s'installer durablement comme un outil pour nous aider à vivre avec une technologie qui, de toute façon, ne va jamais cesser d'accélérer? Mais la question la plus intéressante, elle est peut-être ailleurs. Et si, au lieu de voir cette nostalgie comme un simple regard en arrière, on la voyait comme une sorte de feuille de route? Ce désir de simplicité, d'authenticité, de liberté, il dessine en creux le monde numérique qu'on voudrait vraiment pour demain. Et si finalement, regarder un peu le passé était la meilleure façon de dessiner un futur plus humain? La question, elle reste ouverte.